Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à l'Université catholique de l'Ouest. Merci beaucoup d'être là, d'être si nombreux dans ce grand amphi Bazin. Et puis, salue particulièrement la belle présence aussi des étudiants. Je pense beaucoup d'étudiants en sciences de l'éducation, c'est ça, vos étudiants. Et bienvenue donc à ce cycle qui s'intitule « En résonance ». Ce cycle il a été inauguré l'année dernière par le grand philosophe Hartmut Rosa. Et on a souhaité continuer, on a gardé ce titre qui fait référence à lui. Et nous avons invité pendant ce cycle en résonance des personnalités qui témoignent vraiment de leur conviction, de leur parcours, de la réponse qu'ils apportent aux appels du monde. Le 7 mars, vous pourrez le voir dans le petit document, enfin si c'est la première fois que vous venez ici, vous pouvez prendre ce petit document en sortant. Il reste 2 soirées encore. Une soirée le 7 mars avec l'artiste contemporain Françoise Petrovitch, le 7 mars, et puis le grand historien Patrick Boucheron, qui devait venir déjà mais qui a eu un problème de santé, reviendra le 24 avril, professeur au Collège de France. Donc 2 très belles soirées encore qui nous restent à vivre ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre ce petit document. Et puis si vous venez aussi pour la première fois, vous pouvez laisser votre adresse mail pour être prévenu de tout ce qui se passe au niveau culturel à l'UCO et qui est ouvert et qui est pour vous. Voilà, donc ce soir, je remercie beaucoup Nathanaël Wallenhorst et Renaud Etier, qui sont tous 2 profs de sciences d'éducation ici à l'UCO et qui sont à l'origine de cette soirée. Et à l'origine de cette belle invitation de Tanguy Descamps et Maxime Olivier pour leur dernier ouvrage, Vivre avec l'écolucidité. J'ai ce livre parce que, pour vous dire que ce petit livre, qui vraiment coûte une somme très modique, est en vente juste en sortant tout à l'heure auprès de Sébastien de la librairie Lériot. Il a un beau stand et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous procurer cet ouvrage, des ouvrages, et puis aussi il y aura une séance de dédicace. Alors je vous souhaite une très très belle soirée. Merci Anne. Eh bien bonsoir. Alors, Anne positionnait cette soirée dans le cadre du cycle de conférences Résonance. Et moi, je vais vous dire un petit mot pour positionner cette soirée-là dans le cadre d'un cycle de 3 conférences qui sont données par la fac d'éducation. Donc celle d'aujourd'hui, Vivre avec l'écolucidité. Il y en a une autre en mars. Il y en a une autre en mars avec Laurent Testo pour comprendre le phénomène climatique. Et puis comprendre le phénomène notamment El Niño, qui est un mouvement tout particulier d'emballement climatique. Voilà. Et puis une autre conférence avec Frédéric Spinirny, avec cette question, est-ce qu'il faut encore faire des gosses aujourd'hui? Et voilà, vous voyez avec ces 3 choses, vivre avec l'écolucidité, comprendre le phénomène climatique et les emballements climatiques actuels, et puis est-ce qu'il faut encore faire des gosses aujourd'hui? Une espèce d'attention à la fois à ce qu'on peut appeler la crise écologique, la destruction des conditions bioclimatiques d'existence, et puis en même temps aussi quelque chose, une espèce de mouvement éducatif qui traverse tout ça pour se dire est-ce qu'on peut en continuer d'éduquer, et puis en référence à quel espoir, à quelle espérance, à quel horizon d'avenir qui soit un peu porteur, quoi, qui fasse envie. Voilà. Alors cette soirée, elle est organisée en 2 moments. Le premier moment, il se passe ici, dans l'amphi, jusqu'à 19h. Et puis le deuxième moment, il se passe dans le hall, là-bas, voilà, dans un temps de dialogue particulier avec Maxime et Tanguy, autour de leurs livres, et ce qui va vous permettre en direct, voilà, d'échanger, de regarder le bouquin, etc. Je vais passer la parole à Renaud dans quelques minutes, qui va poser des questions à Maxime et Tanguy, puis ensuite on ouvrira, on aura ici un temps de questions, réponses. Moi, ce que je peux simplement dire donc, au sujet de ce livre, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a invité Maxime et Tanguy? Parce que déjà, il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, on avait lu Basculons, que Maxime et Tanguy ont écrit, dans lequel ils sont allés à la rencontre de personnes qui ont vécu ce moment de bascule.
ce moment de bascule intérieure, existentielle, d'engagement, où à un moment donné, les personnes se sont dit « mais c'est pas possible, la façon dont on vit, ça va pas, il faut vivre autrement », et qui ont vécu un mouvement intérieur et qui se matérialise très concrètement par des changements radicaux dans l'existence, et puis qui sont un peu le ferment sur lequel un monde durable peut voilà, advenir. Et puis après, ils ont ce truc, moi je trouve ça absolument génial, de passer de vivre avec l'éco-anxiété, et on entend beaucoup de parler de l'éco-anxiété, et de fait, quand on parle des phénomènes climatiques, etc., c'est franchement flippant, à ce mouvement en disant mais c'est de l'éco-lucidité, ni plus ni moins. Et puis dans leur livre, à un moment donné, ils parlent de la politico-anxiété, mais pour dire mais en fait, ce qui nous fait flipper, c'est aussi le fait de voir des responsables politiques qui ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux, quoi. Bon. Donc c'est un petit livre avec des encadrés, des schémas, des citations, il y a à la fois une profondeur théorique intellectuelle, et puis ils parlent de leur expérience, il y a ils donnent la parole à certains acteurs, etc. Ça se lit vraiment très très bien. Et puis pour les futurs éducateurs que sont la plupart d'entre vous, c'est de mon point de vue un petit livre indispensable. Voilà, et Renaud, maintenant je te laisse continuer. Merci Nathanaël. Alors je commencerai par dire moi aussi mon plaisir à découvrir votre livre qui est aussi bien, comme l'a dit Nathanaël, sur le plan formel que sur le plan du fond. En fait, a diffusé une espèce de, on pourrait dire une forme de joie, enfin d'énergie peut-être, oui, une énergie qui est à la hauteur de votre titre, hein, parce que le titre c'est l'éco-anxiété barrée, qui laisse place à l'éco-lucidité. Là où on pourrait croire que plus on est lucide, plus on est anxieux, vous renversez en fait cette équation. Alors, j'ai préparé quelques questions pour vous permettre d'exprimer vos idées. La première chose qui m'a frappé, c'est que vous vous référez à des données donc d'enquête qui montrent que 75% des 16-25 ans jugent le futur effrayant, c'est le terme qui est employé. Et en même temps, on a le sentiment que les jeunes sont peu engagés, on sait qu'ils votent très peu, on ne les voit pas vraiment dans des manifestations monstres, etc. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de dissonance entre l'émotion et puis l'action? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'accueil. Alors effectivement, le sondage que vous citez, c'est un sondage qui est sorti dans la revue The Lancet et qui est une étude internationale qui a été menée auprès de jeunes d'une dizaine de pays et qui montre qu'aux Philippines, il y a 92% des jeunes qui trouvent le futur effrayant, et puis en France, effectivement, ça doit être autour de 70-75%. Alors en fait, cette angoisse, elle est présente chez pas mal de personnes et elle se matérialise pas forcément dans l'engagement, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas touché en fait par ce qui nous arrive. Nous, on parle à la base d'éco-anxiété, mais il faut savoir deux choses. La première, c'est que l'anxiété, elle n'est pas forcément liée à l'écologie de base, c'est quelque chose qu'on peut ressentir en tant qu'espèce humaine de manière assez naturelle, et il ne faut simplement pas que ça devienne pathologique. Et puis il faut savoir aussi que l'anxiété n'est qu'une des émotions par lesquelles on passe quand on prend conscience de toutes ces problématiques écologiques, aux côtés d'autres émotions négatives comme la colère, la frustration, la tristesse, mais aussi peut-être dans un second temps aux côtés d'émotions positives. Voilà ce que je peux dire comme premier mot sur cette question de l'anxiété. Ouais, pour répondre directement à ta question sur l'engagement des jeunes, déjà bonsoir tout le monde, j'ai même pas commencé par ça. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à être là ce soir, en espérant que les réponses qu'on apporte à ces questions nourrissent aussi vos réflexions personnelles. Et donc pour aller sur ta question, je crois qu'avec Tanguy on évite beaucoup le mot de génération, notamment parce qu'on considère qu'aujourd'hui il n'y a pas une génération entière qui serait engagée, et on le dit tout de suite, il y a une partie d'une génération qui est engagée, qui s'engage ou qui est conscient de certains enjeux, et on est aussi conscient qu'on est d'une certaine manière assez minoritaire et qu'il y a toute une partie des jeunes qu'on ne représente pas et qui ne sont pas dans la mouvance dans laquelle on est aujourd'hui. Et aussi on évite ce mot de génération parce qu'on considère qu'il y a une réflexion intergénérationnelle à avoir. Donc c'est pas la génération climat contre les boomers qui n'ont rien compris, mais qu'il y a bien des militants qui militent, qui sont plus âgés que nous et qui militent depuis bien longtemps, qui ont été ce que nous on appelle les défricheurs et défricheuses de l'écologie.
avec qui on a aussi besoin de faire des alliances. Donc déjà, sortir un peu de cette vision il y a une génération et de rentrer un peu dans la nuance de ce que ça veut dire aujourd'hui, cette mouvance chez les jeunes qui s'engagent ou pas. Et sur ta question directement par rapport au passage à l'action, je crois que c'est précisément ce pourquoi l'anxiété est aussi présente chez les jeunes générations, c'est l'incapacité à trouver, soit dans sa vie au quotidien, soit de manière plus politique, un espace d'engagement qui réponde suffisamment à cette anxiété-là. Et c'est là où je pense que, pour aller sur des sujets politiques très rapidement, parce que pour moi c'est le sujet, là où on pense que mettre en place une campagne massive de communication sur les éco-gestes, comme peut le faire le gouvernement, pour donner les clés à une population qui pourrait être anxieuse, n'est pas suffisant, parce que les gens se rendent bien compte que entre les gestes qu'ils peuvent faire au quotidien et la réalité des changements sociétaux qui sont en train d'advenir, en fait, leurs gestes sont assez minimes. Et c'est un peu la grosse question de comment est-ce qu'on crée des espaces d'engagement qui permettent aux jeunes, notamment, de se sentir suffisamment utiles et de ne pas agir uniquement à la marge. Et ça, c'est des grosses questions, mais qu'on pourra aborder un peu plus si tu veux. J'aimerais ajouter 2 chiffres par rapport à ça. Il y en a un, donc, considérant par rapport à l'éco-anxiété. Cette anxiété, elle touche aussi assez massivement les personnes de plus de 35 ans. Il y a une étude qui a été faite auprès des cadres et qui montre qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des cadres qui ressentent une angoisse ou une inquiétude liée au changement climatique dans leur entreprise. Et puis, un autre chiffre que je voudrais donner, c'est celui... pardon, je me perds un petit peu. Je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée, désolé. Ouais, j'avais un 2e chiffre, mais c'est pas grave, il reviendra après. Je te laisse avec une question. Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vous vous référez à un certain Richard Powers, qui dit qu'en fait, une bonne histoire vaut mieux que des arguments. Or, vous avez commencé à argumenter. Est-ce que vous auriez une bonne histoire à nous raconter, c'est-à-dire une manière de narrativiser cet événement qui se présente à nous et comment mettre en récit la sortie, en fait, ou en tout cas une issue à la difficulté actuelle? Alors, je veux bien essayer de rattraper mon petit blanc en vous racontant une histoire qui est mon histoire et la manière dont moi je suis passé à travers ces émotions-là. Je pense que c'est une bonne manière d'incarner ce propos autour de l'anxiété liée au changement climatique. Moi, en 2018, j'étais dans une grosse phase de dissonance cognitive dans la mesure où je terminais mes études en sciences politiques. J'étais à l'étranger, en Asie, donc avec cette impression d'avoir une forte empreinte carbone en prenant l'avion et en même temps à prendre conscience des crises écologiques. Et il se trouve que je me suis senti très seul et un peu déprimé à regarder énormément de vidéos sur YouTube et à lire des livres autour de l'effondrement de la biodiversité, du changement climatique, etc. Et je suis sorti de ces émotions négatives en me rapprochant d'un collectif, qui est le collectif dans lequel on s'est rencontré avec Maxime, qui s'appelait La Bascule, qui s'appelle toujours La Bascule d'ailleurs, qui était une initiative de plein de jeunes issus d'universités et d'écoles qui se sont dit on va lancer une sorte de lobby pour accélérer les transitions écologiques, démocratiques et solidaires. Et vraiment cette émotion de voir dans l'autre un miroir avec les mêmes références que moi, les mêmes connaissances sur les rapports du GIEC, sur les rapports de l'IPBES, eh bien ça m'a vraiment sorti de cette impression d'être un peu bizarre, d'être un peu en marge, et ça m'a redonné confiance en moi, dans ma capacité à me sentir légitime à défendre tout ce que j'avais lu, et puis à me sentir légitime à rentrer dans l'action. Donc voilà, moi ce que j'aimerais raconter comme histoire, et je pense que c'est l'histoire de beaucoup de personnes, c'est à quel point la bascule vers le collectif a permis à un moment de se réarmer d'un pouvoir d'agir qui donne envie d'aller de l'avant. Se réarmer, ça résonne aujourd'hui. Oui, mais on peut aussi l'utiliser différemment. Oui, pour aller dans le même sens que Tanguy, moi je peux vous raconter une histoire qui commence pour moi le 28 août 2018. Donc, le 28 août 2018, je suis dans la voiture avec mes parents, je descends de Bretagne pour aller à Toulouse, là où je reprends mes études. Et le 28 août 2018, c'est aussi le jour où Nicolas Hulot démissionne en direct à la radio sur France Inter. Donc c'est le ministre de la Transition écologique qui annonce face à Léa Salamé
qu'il démissionne de son poste sans avoir prévenu ni le Premier ministre ni le Président de la République. Donc il pleure en direct à la radio, il annonce ça, et c'est notamment une des grosses dates du mouvement climat en France, puisque quelques semaines plus tard, moi je suis dans la rue et j'organise une des grosses manifestations et une des grosses marches pour le climat qui ont lieu partout en France ce jour-là, donc c'était le 8 septembre 2018. Et donc là s'enchaîne, on a des manifestations quasiment toutes les semaines. Il y a le mouvement aussi autour des jeunes pour le climat qui se lance avec Greta Thunberg. On arrête d'aller en cours le vendredi pour manifester. Et cette histoire-là, pour moi, elle se poursuit dans les modes d'action qui permettent à la jeunesse aussi de s'exprimer. Donc il y a ces manifestations, ces grèves pour le climat, mais très rapidement, on est nombreux et nombreuses à sentir qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté par rapport aux propos qu'on peut défendre, qui sont assez simples finalement, qui sont juste de demander d'écouter les scientifiques, parce que je ne vais pas citer toutes les tribunes qui ont été lancées par des scientifiques à peu près au même moment, mais c'est aussi un désarroi des scientifiques qui fait très peur et qui fait froid dans le dos à ce moment-là, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, que les politiques publiques qui sont menées sont à l'opposé de ce que il et eux demandent. Et donc, il y a beaucoup de gens, notamment moi aussi, qui se tournent vers d'autres modes d'action. La désobéissance civile en fait partie. Donc il y a des mouvements comme Extinction Rebellion qui apparaissent notamment en France avec l'idée d'aller bloquer des entrepôts Amazon pour avoir un impact direct en fait sur la mise en place de certaines infrastructures qu'on considère climaticides. C'est le blocage de certaines pistes d'aéroports au lendemain de la reprise du trafic aérien après le Covid. Comment on fait en sorte d'interdire les vols intérieurs? Et ben en fait on va sur les pistes et on dit on ne veut plus de vols intérieurs en France et on empêche les avions de décoller. Ça c'est des choses qui se passent et c'est des modes d'action qui permettent aussi à la jeunesse de s'exprimer. Et ça existe, et donc il y a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans des mouvements plus ou moins radicaux, que ça va être Extinction Rebellion, on a les soulèvements de la Terre en ce moment, qui font aussi pas mal d'actions, notamment autour des méga-bassines, pas très loin d'ici. Donc c'est aussi pour moi ces histoires des mouvements sociaux qui sont à raconter, parce que c'est des espaces dans lesquels beaucoup de jeunes trouvent un épanouissement, ou du moins un engagement collectif et une ferveur qui leur permettent de faire face à cette anxiété-là qui parfois est très mal vécue quand elle est vécue seule aussi. Merci. Alors il y a une troisième question que je voudrais vous poser. Vous développez l'idée que l'obstacle peut être en quelque sorte un tremplin en même temps. Alors ça fait penser à ce fameux vers d'Oderlin que cite souvent Heidegger. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. J'ai l'impression que c'est ce qui vous habite aussi. Et face à l'obstacle, l'un d'entre vous a plutôt investi l'idée de la créativité, et l'autre, si j'ai bien compris, celle de la contemplation. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces perspectives? C'est la première partie de la question. Et puis la deuxième partie, comment ça s'articule à l'action, à l'engagement, voire à l'activisme? Alors, merci pour cette question. Je pense qu'on a tous les deux des capacités de créativité et de contemplation, mais il me semble que dans le livre, c'est moi qui dis que je suis que j'aime bien contempler. Et ce qu'on écrit dans la première partie du livre, quand on parle des émotions, c'est que toute émotion négative est associée en fait à une forme d'émotion positive. C'est-à-dire que si vous êtes en colère face à l'inaction ou à la mauvaise action du gouvernement, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez sûrement l'impression qu'il y a des choses qui pourraient être faites dans un autre sens. Et c'est plutôt encourageant qu'il y ait des solutions qui puissent être mises en place. Si vous êtes triste face à la disparition d'une forêt auprès de laquelle vous avez grandi pendant toute votre enfance à cause des canicules et des incendies, c'est parce que vous ressentez de la joie à contempler la beauté du monde. Et donc, il y a quand même un pendant positif aussi à cette émotion négative. Et ça me paraît important de reconnaître qu'il y a toujours un équilibre en fait entre les émotions et que derrière tout le négatif qu'on peut ressentir, en fait, il y a une puissance de vie qui est aussi bien présente et vers laquelle il faut aller. Alors comment est-ce que ça s'articule avec l'action? Moi, dans un premier temps, ça s'est articulé avec une action très cartésienne et très raisonnable, où je me suis dit, ok, par A plus B, comment est-ce que je pourrais trouver un engagement qui soit utile et le plus efficace possible? Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'à faire ça, je prenais pas forcément de joie, j'avais pas forcément aussi d'efficacité dans mon action, et donc j'ai essayé de me retourner vers des choses que j'aime bien faire. Et en fait, comme l'écologie est quelque chose qui nous invite à repenser nos modes de vie dans leur entièreté,
tous les secteurs d'activité vont être touchés par la transformation écologique. Et donc, rien ne sert de s'engager dans le secteur des transports si votre truc, c'est l'alimentation et la cuisine. Allez plutôt essayer de voir du côté de l'alimentation et de la cuisine ce qui se fait. Et moi, ces dernières années, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien faire, c'était transmettre des connaissances. Et donc, depuis un an et demi, je me tourne vers ces questions d'enseignement, de transmission, d'écriture, qui me plaisent énormément et qui vont être complémentaires de ce que fera Max sur un autre sujet ou de ce que feront toutes les personnes qui s'engagent dans les autres secteurs. Je veux bien dire juste un petit truc, c'est que Tanguy Daniel a l'UCO un cours important, hein, comprendre la Terre pour changer le monde. Voilà, peut-être certains d'entre vous l'avez en cours, qui est ce qui s'appelle un atelier humanité et société. Et donc, voilà, c'était la mini parenthèse pour faire un fil avec ici. Concernant la créativité, moi j'ai commencé à danser quand j'avais 5-6 ans. C'est vraiment une pratique qui fait partie de moi. Je suis un peu tombé dedans par hasard. Pour la petite histoire, ma sœur était inscrite à des cours de danse et a refusé d'y aller au dernier moment. Et du coup, je suis allé au cours de danse au nom de ma sœur parce que mes parents avaient déjà payé. Et c'est une très grande histoire qui a commencé entre moi et la danse à ce moment-là, puisque j'y suis allé la première fois, puis j'y suis resté. Et donc j'ai dansé voilà, quasiment toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Et j'ai arrêté de danser à un moment donné où j'ai pris conscience de la crise écologique en cours. C'est-à-dire que vraiment, j'ai écrit ce message à ma prof de danse en lui disant « Je ne pense pas que je peux passer autant d'heures par semaine dans une salle de danse alors que je viens de prendre conscience de tous les enjeux. » Et j'ai eu ce sentiment que je regrette aujourd'hui, mais j'y ai trouvé une solution et je vais y venir, mais j'ai le sentiment d'inutilité de certaines pratiques et un besoin d'efficacité qui était de dire, ok, un peu comme tu disais, par A plus B, où est le problème, quelles sont les solutions, comment je peux agir pour ces solutions, quitte à m'oublier moi-même. Et c'est tout aussi ce qu'on développe dans le bouquin, c'est de dire que la pire chose qui pourrait se passer, c'est d'essayer d'uniformiser tous les modes d'action en se disant qu'il y a une bonne façon d'agir qui serait celle qui va nous permettre de résoudre la solution. Non seulement c'est pas stratégique et en plus on oublie sûrement une grande partie de certains secteurs de la société qu'il faut prendre en compte, que ce soit de l'éducation, le transport, l'alimentation comme tu l'as dit, mais non seulement c'est pas stratégique pour nous en tant qu'êtres humains puisqu'on est tous et toutes différents et qu'on a des envies et des compétences et des appétences différentes. Et donc moi j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure de mon engagement. En fait j'ai perdu une partie de mon identité en m'engageant, donc je suis devenu d'une certaine manière un peu aigri, parfois en colère. Je pense que les personnes qui peuvent avoir des discussions un peu conflictuelles avec leur famille dans la salle vont sûrement se reconnaître, mais c'est-à-dire que quand c'est plus possible d'entendre une énième fois de savoir si est-ce que le poisson c'est vraiment compris ou pas dans un régime végétarien. Non, le poisson n'est pas compris dans un régime végétarien, maman, je te l'ai déjà répété pour la xème fois. C'est ce moment-là où en fait on coupe les liens avec les autres parce que nous-mêmes on n'est plus épanouis dans notre engagement. Et moi j'ai eu la chance de retrouver ce lien-là avec la danse, avec un collectif que j'ai monté qui s'appelle Le Bruit qui court, où on essaye de relier art et engagement, non seulement parce que l'art et les artistes sont nécessaires pour écrire des histoires notamment, mais aussi pour générer des émotions, et qu'on ne pourra pas se passer des artistes et des pratiques artistiques dans la transition ou la bifurcation qui est à venir. Et donc ça, c'est une des sources de joie que je vous partage ce soir, parce que moi, j'ai trouvé un espace dans lequel danser fait partie de la solution. Alors c'est aussi un échappatoire, c'est aussi un espace pour se retrouver soi-même, c'est aussi pour décompresser, mais concrètement, c'est aussi un espace dans lequel on organise des performances artistiques, où on génère des émotions à des gens qui, potentiellement, sont pas prêts à venir comme vous, s'asseoir dans un amphi de 18h à 19h pour écouter une conférence, mais par contre qui seront beaucoup plus sensibles à un spectacle, à de la danse, à un film, etc. Et donc on essaye de passer par ces pratiques-là pour essayer d'aller toucher un maximum de personnes. Et donc je pense que la danse fait partie de ces pratiques, et je suis hyper heureux qu'aujourd'hui ça fasse partie de mon quotidien et que ça puisse être utile à la transition, à la bifurcation qui est nécessaire. Et pour dire un mot aussi sur cette question de la contemplation, on a des dessins qui sont faits par Oregan Playi dans le bouquin. Et il y a notamment un dessin où on voit à un moment deux personnages qui sont en train d'essayer de porter la terre sur leurs épaules et qui se rendent compte qu'elle est bien trop lourde pour eux. Et finalement, ils décident de poser la terre, de la regarder, de la contempler et de se rappeler à quel point elle est belle. Et nous, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est qu'en fait, le chemin de l'engagement, c'est un petit peu une ligne de crête
où vous avez d'un côté la fuite et l'indifférence complète par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, et où vous avez de l'autre côté l'engagement corps et âme au risque de finir dans un burn-out de l'engagement qui fait qu'en fait vous ne pouvez plus agir. Et cette ligne de crête, on arrive à la tenir en étant dans la créativité, en étant aussi dans la contemplation et en faisant des choses qui nous plaisent. Oui, je trouve que votre propos est très précieux parce que ça permet d'éviter une espèce de dichotomie entre l'indifférence, voire la complicité, et puis l'autre, l'engagement. Il y a d'ailleurs un témoignage que je trouve très fort de Cassandre, je crois, qui s'est engagée et qui, à un moment donné, va se coucher et qui se relève un mois après parce qu'elle a épuisé ses ressources. Et donc, et je pense tout à coup, je fais des associations à Aragon. En ce moment, il est question de l'affiche rouge avec l'entrée de Manouchian au Panthéon, et un autre de ses poèmes chanté lui aussi par Léo Ferré, qui dit « Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre ». Donc il y a peut-être trois positions en fait. Il y a celle de la complicité, plus ou moins indifférente. Il y a celle de l'engagement, mais il y a peut-être une position intermédiaire qui est celle de la personne qui essaie au moins de ne pas nuire. Oui, sûrement. Moi, ça me fait penser à un auteur que j'aime beaucoup qui est Albert Camus, et qui dit, il me semble que c'est dans son discours de remise du prix Nobel, que peut-être le rôle de l'artiste est-il de trouver la paix au cœur du combat. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où on s'engage, on choisit de ne pas rester indifférent face à ce qui se passe dans le monde et de trouver en fait une forme de joie et une impression d'être vivant encore plus forte en s'engageant. Je me permets juste de rebondir sur un petit truc qui a fait siffler dans mon oreille quand vous avez dit il y a des complicités plus ou moins indifférentes. Et pour moi, c'est quand même important de rappeler qu'il y a des personnes qui ont une complicité ou une indifférence du coup avec la situation dans laquelle on est, mais qui peut être due à un défaut d'information ou à potentiellement un non-accès à l'information, mais qu'il y a aussi toute une partie d'un groupe de personnes qui aujourd'hui sont complices avec information et voire même qui ont décidé de cacher ces informations. Et donc on pense à tous les groupes pétroliers qui depuis des années produisent et subventionnent des études scientifiques pour essayer de démonter un peu tous les arguments scientifiques justement pour pouvoir perpétrer le mode de système dans lequel on est, qui est le système thermo-industriel que eux-mêmes ont lancé avec la découverte du pétrole. Et je pense que c'est important de rappeler que tout le monde n'est pas responsable à la même échelle de ce qui est en train de se passer. Et pour moi, cette question de la responsabilité, elle est essentielle parce que vous et moi qui sommes dans cette salle n'avons déjà pas tous entre nous la même responsabilité. Il y a des gens qui ont des capacités de faire changer des choses parce qu'ils ont des postes de pouvoir que certains qui sont potentiellement encore sur les bancs de l'école n'ont pas. Et donc c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres de faire changer des choses. Et déjà, en élargissant à cette salle-là, au-delà de cette salle-là, il y a aussi des gens qui, dans le monde, ont plus de responsabilités que d'autres. Et il y a des modes de vie qui sont plus polluants que d'autres et des pays dans lesquels on vit d'une certaine manière qui créent plus de conséquences désastreuses pour la planète que dans d'autres pays. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'il y aurait un discours qui tendrait à dire on doit tous agir et on va tous participer à la transition et chacun va agir à la hauteur de ce qu'il peut, etc. Il y a des gens qui doivent faire plus que d'autres et ça, c'est hyper important de le rappeler parce que sinon, on oublie aussi la question sociale dans tout ça. Alors, il y a une chose qui est présente dans votre ouvrage et que, alors je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit tout à l'heure, mais qui a évoqué la question de l'émotion de la rencontre, je l'ai noté comme telle, le fait, c'est peut-être toi, oui, qui fait que, au fond, l'anxiété isole, comme l'angoisse, comme toutes les émotions négatives sans doute, et qu'en rencontrant des pairs, des égaux, des personnes qui sont peut-être sur le même chemin, au fond, on peut en partie se rassurer, en partie se soutenir. Et est-ce que vous pourriez revenir sur l'idée du travail qui relie? J'ai noté ça, le travail qui relie, parce que je pense qu'il y a une double dimension. Le travail qui permet d'engager quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans la passivité à tout subir, on se dit, on peut peut-être pas tout, mais on peut quelque chose, ça n'est ni rien ni tout, et de plus ensemble. Alors je vais commencer par citer Joanna Macy, puisque cette expression du travail qui relie, on l'emprunte surtout à Joanna Macy, qui
une écologue américaine des années 70 qui promeut cette forme d'écologie intérieure qui passe par ce qu'elle appelle un work that reconnects, si je le traduis bien en anglais, mais c'est le travail qui relie. Donc c'est cette idée, c'est des processus très simples qui permettent de se reconnecter d'abord à ce qui se passe en soi et de réussir à accueillir ses émotions et ensuite de pouvoir les partager à d'autres et de traverser cette peine qu'on peut avoir pour le monde quand on se rend compte de l'état de la situation actuelle. Donc ça c'est pour citer d'où ça vient, et effectivement nous comment on se le réapproprie, et je pense que c'est présent dans nos discours à chacun aussi, c'est que, en tout cas pour parler pour moi, ce qui moi m'a permis de m'en sortir face à cette anxiété grandissante que j'ai pu ressentir, c'est la connexion à mes émotions, ça on en parle beaucoup et ça fait le lien avec le travail de Joanna Macy, mais surtout la connexion aux autres. Le fait de ne pas se sentir seul, et c'est quelque chose qui a pour moi à relier aussi dans ce qui nous peut-être nous traverse tous et toutes ici en tant qu'étudiants qui avons pu vivre la crise du Covid, c'est le sentiment de solitude dans lequel on peut être plongé des centaines et des milliers d'étudiants lorsqu'on a été contraint à faire suivre nos cours à distance, parfois seuls dans des appartements, à ne pas pouvoir être en contact avec des gens autour de nous. Et ça, cette solitude-là, elle a des influences sur la santé mentale que sont en train de découvrir aussi beaucoup de psychologues qui travaillent avec les plus jeunes. Et c'est aussi ce qu'on dit dans le cadre de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que cette éco-anxiété, elle peut se combattre, je pense, uniquement par le fait de se mettre en action, et de se mettre en action ensemble, parce que le pouvoir, il est décuplé. Et c'est peut-être des banalités que de dire comme ça, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'en fait, quand on agit en collectif, on a un pouvoir décuplé, parce qu'on peut s'associer avec des gens qui ont des compétences différentes, parce qu'on peut toucher un plus large nombre de personnes. Et ça, je pense que c'est un truc qui, en tout cas moi, dans mon engagement, m'a permis de tenir et de me dire, en fait, j'ai eu de la chance de basculer et de bifurquer à un moment donné où j'étais pas seul et je me sentais entouré, entendu et compris, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui est pour moi peut-être le plus gros enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de créer des espaces de discussion. Et je pense que le premier conseil que moi j'ai envie de donner pour terminer là-dessus, c'est vraiment, mais parlez-en quoi. Parlez autour de vous, discutez, échangez, parlez de vos émotions, dites ce que vous ressentez, parce que même si vous ça va, potentiellement ça va faire du bien à quelqu'un qui entend enfin quelqu'un dire ce que lui ressent, qu'il ou elle n'ose pas dire, et qu'il ne peut pas dire dans sa famille ou auprès de ses amis, parce qu'en fait, il n'est pas entouré de personnes qui sont dans des sentiments qui sont similaires. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de groupes de parole qui existent, de plus en plus de systèmes qui sont mis en place pour de l'accompagnement psychologique si vous en avez besoin, parce que je pense que c'est essentiel de ne pas rester dans cette solitude-là et de trouver des espaces de partage et de verbalisation de ses émotions, déjà pour soi et pour les autres. Ouais. En complément de ce que disait Maxime, je vais reprendre cette image de la ligne de crête, où bien évidemment que sur les questions écologiques, d'un côté, il faut essayer d'aller embarquer, convaincre éventuellement des personnes qui ne seraient pas en ligne avec ces idées-là. Et de l'autre côté, il faut trouver des espaces d'entre-soi aussi de temps en temps dans lesquels on se fait du bien. Donc passer du temps avec des gens qui pensent comme nous, où on ne se prend pas la tête, on n'a pas besoin de justifier pourquoi on ne mange pas de viande ou pourquoi on pense si de la politique du gouvernement. On prend soin de soi dans ces espaces-là. C'est la philosophe Corinne Pelluchon qui parle de communauté de vulnérabilité, où en fait elle dit que en assumant sa vulnérabilité, en la montrant aux autres, eh ben, ça va aussi donner envie aux autres de se confier. Et il y a une humanité qui ressort de ces échanges-là qui est très belle. Et donc voilà, toujours essayer de garder cette ligne de crête entre d'un côté un entre-soi qui nous régénère et puis une lutte un petit peu plus confrontante et nécessaire également. Alors j'ai une dernière question qui touche à une donnée que vous produisez qui m'a beaucoup frappé, selon laquelle nous passons 85% de notre temps à l'intérieur. Et donc la question se pose de savoir si nous pouvons défendre ce que nous ne sentons pas. Bon, peut-être la nature, le vivant. Et est-ce que vous pouvez dire un mot, chacun, de votre manière, à vous, d'avoir le temps d'aller dehors, d'être dehors? Je vais bien commencer parce que je pense que je suis le plus mauvais de nous deux là-dessus. Avec toute l'humilité que ça implique, il y a beaucoup de conseils qu'on donne dans le bouquin qu'on est parfois incapable de s'appliquer à nous-mêmes. Hein. Ouais, autant vous le dire tout de suite. Et c'est aussi pour dire que c'est pas toujours facile et qu'il y a plein de choses qu'on essaie de mettre en place qui sont difficiles parfois à tenir. Sur ce lien avec le vivant, moi c'est un truc qui m'a permis aussi de reconnecter avec notamment mes grands-parents. Parce qu'en fait on parle beaucoup d'éco-anxiété aujourd'hui, qui est un peu donc cette angoisse qui est liée à des projections futures.
Et vous avez sûrement entendu parler d'un mot qui s'appelle la solastalgie, qui est aussi plutôt cette nostalgie d'un paysage perdu, qui peut être une forêt qui a pris feu, qui peut être une rivière asséchée, ou même la biodiversité qu'on peut voir effectivement s'effondrer au fur et à mesure des années. Et en fait, les personnes plus âgées que nous, que moi en tout cas, peuvent ressentir ça beaucoup plus fortement parce qu'elles ont à l'échelle d'une vie parfois des souvenirs qui sont beaucoup plus prégnants sur tel ou tel aspect de la biodiversité autour de chez elles ou de chez eux qui a été impacté. Et en fait, moi, j'arrive à me connecter sur des enjeux écologiques, notamment avec des personnes plus âgées, en parlant de ça, en parlant de, ok, vous avez vécu et vous vivez cet effondrement de la biodiversité dans vos sens de manière encore plus tangible que nous, qui étons, enfin que moi en tout cas, qui suis, on va le dire très franchement, plutôt un bobo écolo urbain qui a été assez déconnecté de la campagne d'où il est originaire et qui a passé la majorité de sa vie, si ce n'est la moitié de sa vie, on va dire, plutôt en ville qu'en campagne, et donc qui est très éloigné de ce vivant-là qu'il défend aujourd'hui. Alors il y a des exercices qui nous permettent de se reconnecter à ce vivant-là, et moi j'essaye de tendre vers ça maintenant, parce que je me rends compte aussi de ma méconnaissance de ce que j'essaye de défendre, et c'est notamment un philosophe que moi j'affectionne particulièrement, qui est Bruno Latour, qui parle de ces interdépendances au vivant qu'on a perdues, et qui fait qu'on a du mal à savoir en fait de quoi on dépend, et du coup de ce qu'il faut défendre. Et c'est là où ce qui est très intéressant dans le mouvement climat aujourd'hui, qu'on retrouve beaucoup, c'est que les luttes écologistes sont de plus en plus localisées, territorialisées, et que les grosses campagnes qui existent encore, mais à la Greenpeace, qui vont aller défendre, je caricature parce que c'est pas que ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est ce qu'ils ont beaucoup fait, c'est-à-dire d'aller sauver une espèce à l'autre bout de la planète, comme les ours polaires qui sont en danger, ou de combattre, même ce qu'on fait aujourd'hui avec Stop Total sur un pipeline qui a lieu en Ouganda ou en Tanzanie. Ce sont des mouvements qui existent encore, mais qui sont de plus en plus marginalisés au sein d'un engagement écolo qui se veut territorial, avec la lutte contre l'A69 à Toulouse qui détruit une certaine partie de la biodiversité, avec les méga-bassines dans l'Ouest, avec toutes ces luttes-là qui vont aller chercher un rapport au territoire, à la dépendance, aux ressources, aux vivants auxquels on est relié, et qui parlent de plus en plus à pas mal de militants écolos qui aussi recherchent potentiellement cet ancrage-là local qu'on a perdu potentiellement avec une forte urbanisation dans laquelle aujourd'hui, pour certains en tout cas, on est un peu perdu et on se demande de quoi on dépend réellement et qu'est-ce qu'il faut défendre justement. Ouais, moi, en complément de ce que tu dis, Max, je dirais qu'on est structurellement déconnecté du vivant aujourd'hui, c'est-à-dire que la responsabilité, elle est plus structurelle qu'individuelle. Aujourd'hui, notamment au niveau de nos revenus économiques, qui sont très dépendants du développement technologique qu'on a connu ces dernières années, et même au cours du XXe siècle, et c'est difficile de s'en émanciper pour garantir de subvenir à ses propres besoins, ou alors ça nécessite un vrai choix de vie, qui est le choix que font certaines personnes, d'aller en quête d'autonomie, en ruralité, en se tournant vers des méthodes beaucoup plus low-tech et en étant au grand air. Voilà, donc c'est pas accessible à tout le monde, et moi je suis pas sur ce chemin-là en ce moment. Je dirais que la manière dont j'essaye de me rapprocher du vivant, c'est quand même essayer de créer des espaces dans ma vie dans lesquels je peux tout simplement apprendre du vivant. On dit qu'on sait mieux reconnaître 10 marques de fringues que 10 espèces d'arbres. C'est assez triste, mais je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous, malheureusement. Ou à la limite, j'allais dire peut-être pas des plus âgés d'entre nous, qui eux ont peut-être une connaissance fine du vivant. Donc voilà, j'essaye de me réserver des plages, mais peut-être est-ce quelque chose que vous avez abordé avec Hartmut Rosa, cette question de comment est-ce qu'on arrive à se laisser le temps aussi, que de reconnecter avec ce vivant, dans une société qui structurellement nous invite à ne pas nous y connecter. Voilà. Et puis après, moi, il y a quelque chose que je fais de manière très perso, mais essayer de respirer, tout simplement prendre des moments où je ferme les yeux et j'essaie de me reconnecter à mon corps, parce qu'on est dans des métiers aujourd'hui où on est très déconnecté de nos corps, et moi, je suis très déconnecté de mon corps, mais le début du chemin, pour moi, c'est déjà d'essayer de me souvenir de temps en temps que j'habite un corps et d'essayer d'en prendre soin. La danse peut être un moyen super de faire ça. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On ouvre un moment d'échange, de questions, voilà, avec ceux d'entre vous qui souhaiteraient soit partager quelque chose, soit poser une question. Donc je me balade un petit peu pour repérer s'il y a l'une autre main qui se lève, un souhait d'intervention. Et sachez qu'on est
on est plus intimidés que vous parce que vous êtes beaucoup plus nombreux et nombreuses que nous sur scène, et en plus on ne vous voit pas. Donc voilà. Donc sachez que l'intimidation, elle est beaucoup plus de notre côté que du vôtre, si ça peut vous pousser à prendre la parole. Voilà. Bonsoir. Ma question, vous avez beaucoup parlé d'isolement. C'est comment établir aussi des passerelles, excusez-moi avec la formule, avec la vraie vie. Je pense aux autres générations, je pense à ceux qui sont aujourd'hui dans le monde du travail, qui sont actifs. Et là, il y a une pression du travail, il y a des enjeux économiques, il y a des promotions, et ainsi de suite. Donc je comprends effectivement le débat sur l'autoroute, sur les bassines et tout, mais aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que le discours écologique est un discours qui fragmente la population. Donc je pense que la vérité, elle est entre la vision écologiste et la vision des locaux, la vision des paysans. On voit que les nouvelles dispositions, les dernières dispositions de supprimer, de différer la suppression d'un produit toxique a été pris pour des raisons politiques, pour éteindre le feu, et n'a rien solutionné, alors que les premières victimes directes de l'utilisation de ces produits, ce sont les paysans eux-mêmes, puisqu'il y a un taux au niveau de la maladie de Parkinson, je ne sais plus de tel cancer, qui fait que c'est effectivement la population paysanne qui en souffre le plus. Donc comment établir ce lien tout en gardant une force? Et puis je voudrais aussi revenir sur la notion de, évidemment, le groupe Total a un poids énorme. Mais je pense aussi que l'action au quotidien, alors je vais revenir sur le colibri, mais je pense qu'aussi c'est important. Et je voudrais juste témoigner, la dernière fois on discutait avant un cours de sport entre ceux qui préféraient l'été et ceux qui préféraient l'hiver. Et l'hiver, on se disait on peut se protéger. L'été, et il y a quelqu'un qui est arrivé, on l'a regardé éberlué, on n'a qu'à climatiser sa maison, et puis comme ça, on solutionne le problème. Et la discussion s'est arrêtée là, parce que je pense qu'il y avait un gros travail de sensibilisation. Merci pour votre remarque. Moi, je dirais que c'est très important aujourd'hui dans le discours d'essayer, avec les mots qu'on choisit et la manière dont on s'exprime, de partir de la réalité de chacun, chacune. Et ce qui est compliqué, c'est que là, par exemple, nous, quand on s'adresse à cet auditoire, probablement qu'il y a certaines sensibilités qu'on va toucher et d'autres moins. Sur la question économique, je suis d'accord avec vous sur l'idée que, en fait, l'écologie, au fond, elle nous propose de nous rassembler autour de l'essentiel. Et donc on devrait pouvoir réussir à se mettre d'accord sur le fait qu'on veut vivre sur une planète qui soit vivable, dans laquelle chacun ait à manger et accès à un logement, accès à un minimum de convivialité. Et pour autant, moi je pense qu'il ne faut pas se départir du constat selon lequel on est dans un régime de surproduction aujourd'hui, matériel, énergétique au sens global, dont il faut se défaire. Et la question, c'est cette production qui est faite en grande majorité par les entreprises, comment est-ce qu'on la questionne et comment est-ce qu'on décide demain de ce qu'on continue à produire, ce qu'on veut produire différemment et ce qu'on veut arrêter de produire parce qu'on estime que c'est plus nécessaire. Et donc je pense que une des réponses écologiques qui peut être apportée à ces questions économiques qui sont effectivement centrales, vous avez raison, c'est de mettre de la démocratie dans l'entreprise, peut-être un petit peu sur le modèle de ce qui peut se faire dans certaines entreprises en Allemagne déjà, mais donner plus de place en fait aux personnes qui font le travail dans la définition de la manière dont elles vont l'exercer. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe pas mal dans le monde paysan aujourd'hui. C'est beaucoup de paysans qui ont l'impression de subir des modes de production, que ça soit d'ailleurs des agriculteurs conventionnels ou des agriculteurs en agroécologie. Ils ont l'impression d'être un peu pieds et mains liés par rapport à un système, et donc leur redonner voix au chapitre dans la définition de la production. Et à mon avis, une chose qu'il faudrait mettre davantage en avant aux côtés de plein d'autres choses. On a une... Je ne vais pas ajouter là-dessus s'il y a d'autres questions.
Alors la question, c'est comment sensibiliser les plus jeunes que nous? Alors, je ne sais pas si on a des réponses miracles à cette question. En tout cas, nous, dans le travail qu'on a pu faire, on a pu côtoyer quand même pas mal de profs qui sont déjà engagés dans ces questions-là. Il y a tout un réseau qui existe de profs en transition qui essayent d'adapter les contenus pour les plus jeunes en lien avec ces sujets de la crise écologique, évidemment. Il y a effectivement un gros travail qui est fait, j'en ai pas les conclusions encore aujourd'hui, mais sur l'aspect psychologique que ça peut avoir de parler de ça. La personne avec qui j'en ai parlé principalement, si ça vous intéresse, c'est Hélène Binet, qui est notamment mobilisée dans une association qui s'appelle Make Sense et qui se pose la question de... et d'ailleurs c'est aussi très présent, pour vous donner une autre source, dans le dernier bouquin de Pablo Servigne, sur comment est-ce qu'on parle d'effondrement à ses enfants, c'est-à-dire c'est quoi l'impact psychologique que ça peut avoir effectivement de parler de la gravité de la situation à un enfant. Est-ce qu'il faut lui dire les choses? Est-ce qu'il ne faut pas lui dire les choses? Comment est-ce qu'on dit les choses? Parce que l'idée c'est aussi de pouvoir éduquer sans potentiellement traumatiser, comme tu l'as utilisé. Et donc, pour moi, j'ai pas de réponse à ces questions aujourd'hui parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, l'éducation des plus jeunes. Donc, je pourrais pas y répondre beaucoup plus que ça. Si ce n'est que dernière initiative que je voulais citer, c'était le lycée en transition. Il y a quand même une généralisation aussi des éco-délégués, même si aujourd'hui c'est un peu marginalisé, c'est pas encore très bien utilisé comme système. C'est une manière de responsabiliser des jeunes dans des classes pour ensuite diffuser un peu des enjeux écologiques plutôt au niveau du collège-lycée. Donc voilà, moi c'est ce que je connais comme initiative qui essaie de répondre à ce problème-là, et je te laisse Tanguy compléter peut-être. Oui, moi je voulais dire rapidement qu'il faut éduquer à l'émerveillement, à la beauté du monde. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants. Plus ils aimeront le monde et la beauté du monde qui les entoure, en tout cas de ce qu'on peut y trouver de beau, parce qu'il y a des choses qui sont moins belles, mais de ce qu'on peut y trouver de beau, plus ils auront envie de le défendre plus tard. Bien, bonsoir. Alors ce qui est intéressant, c'est que la question que j'avais en tête vient d'être posée, du coup. Mais j'en ai une autre qui m'est venue pour aller, alors pas plus loin, mais à un endroit. C'est, est-ce que selon vous, les éducateurs aujourd'hui qui éduquent les enfants, les adolescents, ont les armes forcément pour le faire comme ils le veulent, comme ils l'entendent, sans être dans des espaces comme vous venez de le définir comme des lycées ou des espaces où il y a déjà en fait la question qui est élaborée. Et pour aller plus loin, c'est est-ce que selon vous, les éducateurs devraient se trouver subversifs par rapport au cadre qu'ils ont d'enseignement pour pouvoir enseigner l'émerveillement ou l'écologie comme ils l'entendent? Alors, je peux commencer par partager l'expérience qu'on a eue notamment avec... alors du coup, je ne sais pas si ça va répondre directement à ta question, mais en tout cas, une expérience parallèle qui est celle de comment est-ce qu'on essaie de faire évoluer les plaquettes pédagogiques des cours, que ce soit dans les lycées ou les universités. Il y avait une initiative qui s'appelait Pour un réveil écologique, dont l'un des objectifs c'était ça, et donc c'était un gros travail de lobbying auprès notamment du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'objectif c'était de faire évoluer les plaquettes pédagogiques des cours. C'est après 5 ans de longs processus, finalement, sous l'impulsion notamment de Jean Jouzel, c'est un truc qui est en train d'être mis en place, et donc c'est quelque chose qui est très chouette. Ça concerne principalement les établissements publics du coup, mais c'est possible aujourd'hui pour un étudiant d'essayer de faire du lobbying notamment auprès de son université pour inclure plus de cours sur l'écologie et de demander à être formé pour ça, notamment avoir des troncs communs sur ces sujets dès la première année de la licence par exemple. Donc ça c'est des choses qui peuvent se faire notamment pour que les éducateurs n'aient pas besoin d'être subversifs entre guillemets et que ça puisse déjà exister. J'ai aussi l'impression, sans vouloir créer du débat polémique autour de l'université, mais que ça dépend beaucoup de la liberté qu'on laisse aux enseignants au sein des universités ou des établissements, et que moi j'ai pu croiser dans les conférences qu'on est allé faire à droite à gauche, des établissements dans lesquels c'était beaucoup plus simple pour certains éducateurs ou enseignants ou enseignantes de proposer des choses dites subversives, là où il y avait une liberté d'action beaucoup moins forte dans certaines universités qui étaient dirigées par certaines personnes qui laissaient moins de liberté. Donc j'ai l'impression malheureusement que ça dépend beaucoup des cas aussi. Je ne sais pas si toi tu veux compléter par rapport à ton expérience en Picardie peut-être aussi. Ouais, très rapidement, je suis en partie contractuel en sciences économiques et sociales au lycée, donc je suis amené à donner des cours de sociologie et d'économie. Et je me dis que, encore une fois, l'écologie étant quelque chose de systémique, à partir des concepts que je suis obligé d'apprendre aux élèves, je peux toujours raccrocher des thématiques qui sont liées à l'environnement et à l'écologie. J'ai l'impression que c'est aussi une clé d'entrée, pas forcément vouloir arriver avec une grosse casquette écologie, mais plutôt se saisir de la matière qui est là et la détourner pour proposer un point de vue différent. Merci. Alors moi, ce n'est pas une question parce que j'en aurais 1000, mais c'est juste vous remercier vraiment
parce que vous avez insisté aussi sur la question de l'émerveillement, de la joie, de rester dans vos lieux qui vous donnent de la joie pour à la fois vous ressourcer et vous redonner de l'énergie pour pas devenir aigri, comme vous l'avez dit. Vous êtes trop jeune pour être aigri. Merci. Il y a plein d'étudiants en haut qu'on n'a pas entendu. Ah, j'ai allé les chercher. Hein. Eh bien, on entre, je pense, dans la deuxième partie de la soirée. Vous pouvez aller vous installer dans la... Voilà, ouais, on peut. Pendant que vous vous installez, donc on termine cette première partie dans 2 minutes. Tanguy et Maxime s'installent là-bas. Vous restez là. Moi, je veux bien souligner 2-3 choses comme ça qui m'ont particulièrement marqué, en tout cas dans ce que Maxime et Tanguy, ce sur quoi ils ont insisté. On identifie plusieurs éléments qui sont comme des éléments, des fonctions assez fondamentales des éducateurs aujourd'hui. On a entendu une intelligence de la situation, on a entendu plusieurs auteurs, on a entendu Camus, il y a une grande camusienne dans la salle, on a entendu Camus, on a entendu différents auteurs, une fonction critique comme ça, une fonction pour aller chercher, pour aller comprendre, voilà, qu'on a bien identifié chez Maxime et Tanguy. Puis il y a une autre fonction, une fonction aussi de résistance, de dire non, de dire stop, de nommer à un moment donné des injustices, etc., quelque chose qui est dans l'action. Et puis c'est ce que soulève à la fin Stéphanie, une troisième fonction, une fonction d'utopie, d'espérance, une fonction d'aller regarder devant l'avenir pour le faire advenir. Et dans cette articulation entre critique, résistance, utopie, on entend quelque chose de vraiment assez complet en fait, qui permet à la fois de résister et puis d'avancer tout en étant particulièrement constructif. Voilà, c'était tout simplement pour remercier chaleureusement Maxime et Tanguy et puis vous attendre de l'autre côté. Et merci à Renaud.